Bonjour à tous. Nous sommes donc très heureux, la Fabrique écologique, de vous accueillir pour ce troisième webinaire de notre cycle Géopolitique et écologie. On a eu un premier webinaire sur le pacte vert et un deuxième sur les enjeux de la COP30. Donc nous sommes cette fois-ci après la COP30 et nous allons parler donc de la COP30 et des nouveaux équilibres géopolitiques entre les grandes puissances. Donc j'ai le plaisir d'accueillir évidemment nos deux interlocuteurs habituels, Lucille Schmitt, présidente de la Fabrique écologique, et Édouard Godot, professeur à l'ESSEC, spécialiste des questions européennes. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Alexis Prokopiev, qui est spécialiste de la Russie et qui va pouvoir nous parler de la Russie. Donc, Alexis, vous êtes donc directeur de la gouvernance de l'innovation démocratique à MEC.org, vice-président de l'association Civic Tech Europe et cofondateur de l'association Russie Liberté. Voilà, donc notre Parfait. but. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Notre but aujourd'hui est donc de parler un peu des forces en présence au niveau des grandes puissances après la COP et de l'impact que ça peut avoir sur les enjeux climatiques, écologiques. Donc, ma première question s'adresse à Lucille. Voilà, quel premier bilan, quel premier retour on peut faire de la COP 30? On a des sons de cloche un peu différents, un accord qui est pas très ambitieux, qui ne parle pas de la sortie des fossiles. Certains pays s'y sont opposés, l'absence des États-Unis, mais en même temps quelques peut-être sujets où on a un petit peu avancé, je ne sais pas. Donc, Lucille, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette sortie de la COP 30 et des forces en présence et de ce qui va se passer maintenant? Oui, merci beaucoup Mathilde. J'espère que vous m'entendez bien car je suis dans une chambre d'hôtel à Dijon. Mais enfin, si les nouvelles technologies permettent que nous soyons en contact, c'est super. Moi, j'aurais une première chose à dire de bon sens, c'est que effectivement, comme le dit Mathilde, selon les articles que l'on lit, selon les personnes avec lesquelles on parle, qu'elles appartiennent aux institutions ou qu'elles soient davantage dans le monde des ONG, l'avis sur la COP 30 est très différent. Et donc, j'aurais tendance à dire, lisez l'accord, qui est court, qui fait 8 pages, et qui, évidemment, relève d'un langage, d'une manière de dire les choses, qui est le langage de l'ONU, le langage multilatéral, diplomatique, mais qui est aussi très intéressant lorsqu'on compare le texte qui a été adopté à ce qui avait été dit 10 ans plus tôt lors de l'accord de Paris. Pour ceux qui avaient lu cet accord de Paris en 2015, ce qui était frappant, c'est qu'il était universel, mais il avait un langage justement qui permettait une signature par l'ensemble des 195 parties. Et ça entraînait le fait qu'il y avait une rédaction, souvent me semble-t-il, beaucoup plus floue que l'accord qui a été adopté à la COP30. Je m'explique. Quand vous lisez cet accord, il y a un certain nombre d'abord de chiffres très intéressants qui, au fond, se réfèrent aux différents rapports du GIEC et qui portent des étapes 2030, 2050, la question de la neutralité carbone, la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'il faudrait mener d'ici 2030 à l'échelle mondiale. Donc on voit que la culture scientifique a aussi pénétré aujourd'hui l'enceinte de ces COP de manière très explicite. La deuxième chose qui me semble assez intéressante lorsqu'on lit cet accord, c'est la référence à l'idée qu'il va falloir changer concrètement la vie des personnes, la vie des gens. Vous savez que c'était un des points essentiels sur lesquels la présidence brésilienne s'était engagée, c'était l'idée que, au fond, il fallait donner à cette négociation un caractère concret, que les sociétés, que les citoyens, que les plus faibles, les plus précaires, les plus vulnérables puissent s'y retrouver. Et de ce fait, dans la rédaction de l'accord, les choses sont mentionnées là-dessus et les enjeux de justice sociale et de justice climatique sont explicités. Le troisième point que je trouve aussi assez intéressant, mais encore une fois, je parle en termes de vocabulaire, c'est la référence à l'implémentation, pour employer le terme anglais, qui est au fond comment est-ce qu'on va concrétiser ce qui relève des objectifs avec l'idée d'une accélération, d'un mécanisme d'accélération de l'effectivité en fait des COP. Alors qu'est-ce que ça peut être un mécanisme d'accélération de l'effectivité de la mise en œuvre? Ça c'est laissé à l'après-négociation, à l'après-COP.
Mais c'est tout de même assez intéressant d'entrer dans le dur, d'entrer dans le vif du sujet. Et ça me semble un des points intéressants aussi à souligner par rapport à cette COP, c'est que si elle a été décevante, jugée décevante assez unanimement à l'échelle européenne, c'est peut-être aussi qu'on est entré dans le dur de ce qui peut relever d'une discussion sur l'écologie du quotidien, la discussion, la mise en œuvre d'une COP en termes de technologie, en termes de préservation de la nature. Quatrième chose par rapport au texte, il dit très explicitement qu'on ne peut plus se contenter de parler de questions climatiques et qu'il faut aujourd'hui articuler les choses par rapport à la préservation de la biodiversité, par rapport à l'état des océans, par rapport à la question des pollutions. Donc, sur toute cette série de diagnostics, je trouve qu'on peut parler d'une espèce de COP de la lucidité. Peut-être un cinquième point qui, pour le coup, est le plus positif et qui a été remarqué dans les commentaires, cette question de la reconnaissance de l'apport financier à faire du côté des pays du Sud, avec l'idée de tripler les fonds consacrés à, à l'adaptation, euh, et puis une référence assez explicite à la différence entre les fonds publics et les fonds privés à mobiliser, puisqu'on parle de 300 milliards de dollars pour les fonds publics à mobiliser d'ici 2030, et que, en revanche, on parle de 1300 milliards de dollars à mobiliser en ce qui concerne l'ensemble des fonds, avec aussi quelque chose de très clair qui est dit, qui est qu'il faudrait passer du côté des fonds publics à des dons et non plus à des prêts. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui, au fond, sont beaucoup plus précises, beaucoup plus explicites, et que du coup, la conflictualité qui est apparue lors de cette COP30 me semble être une conflictualité qui ne pouvait pas être évitée. Après, parlons de la déception européenne et parlons du fait que l'ombre de Donald Trump planait sur cette COP en ce qui concerne les énergies fossiles. Vous le savez sans doute, il n'y a pas eu d'explicitation de ce que pourrait être la sortie des énergies fossiles, donc ça a été un des grands échecs de cette COP. Il y a eu simplement une référence au consensus qui s'était dégagé là-dessus il y a 2 ans aux Émirats arabes unis. Et la référence au consensus et le fait de ne pas pouvoir aller plus loin signifie bien que là, on est à front, on est dans une conflictualité très forte. Ça a été dit d'ailleurs dans l'accord final. 80 parties prenantes, 80 États étaient pour aller plus loin et beaucoup plus étaient contre, puisqu'il y a 194 parties et il n'y en avait que 80 qui étaient pour aller plus loin. Donc ça, c'est mis explicitement dans l'accord et on voit bien que là-dessus, l'Union européenne a exprimé une déception assez forte. Il faut savoir une chose, c'est que l'Union européenne, qui a rendu, comme vous le savez, sa contribution au dernier moment, quelques jours simplement avant le début de la COP, compte tenu de ses dissensions internes, continue à faire de l'atténuation, la mitigation, de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre son objectif principal, tandis que les États du Sud continuaient à faire de leur objectif principal l'augmentation des financements. Donc on était arrivé déjà avec une conflictualité là-dessus. Et avec une frilosité européenne liée au retrait américain, avec l'idée que l'Union européenne ne voulait pas apparaître comme, ne voulait pas être obligée, dès les premiers jours de la COP, d'être obligée d'abonder les financements demandés par les pays du Sud. Donc, dès les premiers jours de la COP, il y a eu cette conflictualité liée aussi au statut ambigu depuis toujours de pays comme le Brésil ou la Chine, a fortiori, qui, eux, ne sont pas placés devant cette obligation de responsabilité historique dans l'émission des gaz à effet de serre. Donc, voilà, d'une certaine manière, les conflits initiaux posés d'emblée n'ont pas été dépassés. Mais on ne peut pas seulement rendre responsable, me semble-t-il, le Brésil. Ça traduit aussi, et Edouard nous en parlera certainement, les difficultés internes de l'Union européenne lorsqu'il s'agit de mettre davantage d'argent sur l'adaptation pour les pays du Sud et au fond d'assumer un leadership climatique que l'Union européenne en interne a déjà bien du mal à discuter puisque jusqu'au dernier moment, il a fallu 20 heures de négociations internes à l'Union européenne pour pouvoir se mettre d'accord sur les objectifs affichés dans le cadre de la contribution européenne remise à Belém. Je pense qu'il y a un point aussi, je ne veux pas être trop long, mais qui est
important et qui a été largement commenté, c'est le fait qu'il soit fait référence au lien entre commerce et environnement dans le cadre de l'accord final, quelque chose qui a été largement porté par les pays du Sud et aussi par la Chine et l'Inde, qui est le fait qu'il ne fallait pas aller contre la liberté du commerce mondial et que lorsque, y compris dans des mesures unilatérales, on mettait en place une restriction commerciale pour des raisons climatiques, la question de la liberté de commerce devait rester présente et ne devait pas entraîner de discrimination. Alors, on peut le lire de deux manières. D'abord, je crois que les ambiguïtés, enfin les ambivalences qu'il y a entre liberté de commercer et limites planétaires, à un moment, il fallait les assumer. Je vous rappelle que lors de l'accord de Paris de 2015, personne n'a abordé cette question de contradiction entre la liberté du commerce et le respect des limites planétaires. Que ça figure à l'accord est un problème pour l'Union européenne dans le cadre de la mise en place de la taxe carbone aux frontières, mais la formulation, à mon sens, n'interdit pas de mettre en place cette taxe carbone parce que c'est une manière de tout simplement de prendre en considération les limites planétaires, mais ça traduit aussi, d'une certaine façon, nos propres contradictions. Je vous rappelle que un tiers des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne viennent d'émissions importées, notamment de Chine. Et au fond, cette question de prendre en considération les enjeux commerciaux et de faire primer les objectifs environnementaux sur la liberté commerciale, c'est un sujet sur lequel on n'a pas tranché. C'est aussi un débat d'ailleurs en France où je rappelle que lorsque Emmanuel Macron avait voulu inscrire à l'article 1 de la Constitution française les limites planétaires, Gérard Larcher lui avait immédiatement rétorqué que ça était contre la liberté d'entreprendre. Donc on est dans une situation où je pense que l'explicitation des conflits a été faite dans cet accord, ce qui a conduit à des résultats décevants, mais qui a aussi permis de préciser, de certaine manière, d'en faire une COP de la vérité. Et puis, ce qui me semble aussi essentiel à dire, c'est qu'il y a eu une alliance entre l'Inde et l'Arabie saoudite sur cette question des fossiles, qu'aujourd'hui, on parlait beaucoup de la Chine, que là, on a vu comment l'Inde, dont je rappelle que c'est aujourd'hui le pays le plus peuplé à l'échelle mondiale, depuis 2023, il y a plus d'Indiens que de Chinois, l'Inde est apparue pour jouer un rôle réactionnaire sur ces questions climatiques, mais je rappelle aussi que chaque Indien émet, en termes d'empreinte carbone, c'est 2 tonnes, et que nous en sommes à 11 tonnes, donc, ou à 10 tonnes. Donc on est dans cette situation où, au fond, les objectifs de développement ont été explicitement posés aussi par de grands pays du Sud par rapport aux pays développés. Euh, voilà ce que je peux dire peut-être en quelques mots pour lancer ce... Merci beaucoup, Lucille, pour ce petit panorama vraiment intéressant qui montre surtout ce paradoxe est vraiment intéressant. Maintenant, je vais donner la parole à Alexis, puisqu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui va nous parler de la Russie. Et la Russie, on en a finalement ici en France et en Europe une vision assez limitée parce qu'on entend surtout les informations géopolitiques, la guerre en Ukraine, les positions des dirigeants, mais on ne sait pas finalement qu'est-ce qui se passe en Russie au niveau de la population, quel est le niveau de conscience environnementale. Voilà, Alexis, donc j'aimerais vous entendre sur ce que vous pouvez nous dire de la Russie et l'environnement et l'écologie et les différents positionnements qu'il peut y avoir par rapport à ces questions écologiques tellement urgentes aujourd'hui. Oui, merci Mathilde et bonjour à toutes et à tous. Pour compléter aussi ce qu'a dit Lucille par rapport à ce sujet-là, la Russie par moment et notamment de manière factuelle sous la présidence Medvedev a joué un rôle important sur la scène de la diplomatie climatique, notamment en ratifiant l'accord de Kyoto, Ouais, ce qui avait permis son entrée en vigueur c'est juste. notamment. Donc je dirais qu'il n'y a il y a pas vraiment une constante dans la politique du Kremlin concernant l'environnement, aussi bien sur la scène internationale que sur la scène nationale. Je pense il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. C'est que contrairement à
ce qu'on peut parfois lire ou entendre, la société russe est une société qui est en constante évolution et qui a beaucoup évolué ces dernières années et au cours du dernier siècle. Et sur les questions environnementales, il y a, dans la société russe en tout cas, euh, plusieurs éléments assez importants. Tout d'abord, il y a eu, dès le début en fait, de l'expansion scientifique russe, encore avant la révolution bolchevique, encore sous l'Empire russe, un très fort intérêt pour l'environnement et la nature en tant que ressource, bien évidemment. Et on peut se souvenir de Tchekhov, qui dit, je crois, dans Oncle Vanya, il faut arrêter de couper les arbres, il suffit de se baisser et de trouver l'énergie dans le sol. Il parlait du pétrole. Donc, donc il y avait une conscience un peu, un intérêt populaire pour les sujets environnementaux, un intérêt scientifique. Donc il y a cette culture-là qui existe dans la société russe et puis un attachement et pas toujours du côté progressiste d'ailleurs, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que il y a toujours eu un mouvement scientifique plutôt progressiste sur la question de la nature, aussi bien de la protection de la nature et de l'environnement et l'exploitation, les questions énergétiques, et aussi un mouvement conservateur, notamment dans l'opposition au régime bolchevique. Il y avait des composantes de ce mouvement qui disaient que l'industrialisation menée par le régime bolchevique contredisait les valeurs traditionnelles de la Russie, qui étaient justement l'attachement aux forêts, aux rivières, aux fleuves, etc. Pourquoi je dis ça et pourquoi je remonte aussi loin? Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui et qu'on a retrouvé tout au long du 20e siècle et du début du 21e. Pour faire très court, hein, et puis après, je pense que on répondra aussi aux questions. Dans les années 80, c'est notamment par les mobilisations écologiques qu'est venue une partie du changement, de la transformation et de la contestation finalement qui a conduit une partie, je dis bien une partie, je souligne, hein, de toute façon, si jamais on vous dit oui, l'Union soviétique est tombée à cause d'eux, et je sais pas, Tchernobyl, Afghanistan, et là, faut pas prendre ces gens-là au sérieux. L'Union soviétique est tombée à cause de beaucoup de facteurs. Et le fait qu'il fallait faire la queue pendant 10 heures pour acheter des œufs en est un. Aussi bien que la guerre en Afghanistan, hein. Je me permets cette petite parenthèse. Mais les mobilisations environnementales, et en fait, le début d'un mouvement écologiste moderne dans les années 80 ont conduit à la formation aussi d'une classe militante, puis activiste, qui a participé à la chute de l'URSS, à la transformation. Un exemple excellent me vient à l'esprit, Boris Nemtsov, qui était un scientifique, un très jeune scientifique de Nijni Novgorod, s'était mobilisé contre une centrale nucléaire. Et c'est ainsi qu'il est devenu connu dans les années 80, à la fin des années 80. Euh, c'est devenu une figure publique, politique. Il est devenu gouverneur, il est devenu vice-premier ministre de Boris Yeltsin, et après il est devenu l'un des principaux opposants à Vladimir Poutine, et malheureusement il a été assassiné il y a 10 ans par le régime de Vladimir Poutine. Donc il y a des figures politiques russes qui ont émergé vraiment de la contestation environnementale et de l'engagement aussi en faveur de la protection de la nature et de l'environnement. Bien évidemment, le Tchernobyl, c'est quelque chose qui avait marqué les esprits des soviétiques. Euh, je pense que voilà, ça c'est quelque chose qui est très connu en France, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais aussi bien sur le côté désastre, catastrophe écologique majeure, mais aussi le côté manque de transparence, censure, absence de liberté d'expression, etc. Ce qui est intéressant à noter, c'est que dans les années 2000, 2020, la Russie a connu de nombreuses grandes mobilisations écologiques au sein de la société.
On peut noter par exemple la mobilisation contre déjà la construction d'une pipeline vers la Chine autour du lac Baïkal, euh, qui a mené à l'une des plus grandes contestations depuis les années 90 et finalement à une modification du projet qui passait juste à côté du lac Baïkal. Donc, il y a eu par exemple, je cite cette mobilisation, ou par exemple la mobilisation en 2010-2011 autour de la protection de la forêt de Khimki, à côté de Moscou, qui a donné naissance et toutes ces mobilisations qui étaient très nombreuses ont donné naissance à vraiment la formation d'un groupe d'activistes qui très rapidement ont fait le lien entre la protection de l'environnement, la lutte contre la corruption et finalement la lutte pour la démocratie. Puisque à ce moment-là, avec la fin de la présidence de Dimitri Medvedev, qui avait mis un accent important à l'époque sur la protection de l'environnement. Il avait signé plusieurs accords à l'époque avec WWF, avec Greenpeace, justement, la Russie avait un rôle important à jouer là-dedans. On a vu le déclin progressif des politiques environnementales menées par le régime du Kremlin, avec un désintérêt de plus important pour la chose. Et en même temps, on a vu les mobilisations qui ont augmenté. Et d'ailleurs, la forêt de Khimki, à côté de Moscou, ce qui est intéressant, c'est que ça a un peu cristallisé les choses, cette mobilisation pour la protection de cette forêt face à la construction d'une autoroute, d'ailleurs par un groupe industriel français qui s'appelle Vinci. Euh, ça- c'est créé à cette occasion-là une alliance vraiment entre les activistes, on va dire, écolos, et les activistes pro-démocratie. Alexei Navalny s'était rendu à plusieurs reprises sur le site de la forêt de Khimki pour soutenir les militants. Et ce qui est très intéressant, c'est que même aujourd'hui, j'ai vu un graphique donc hier qui montrait les différentes contestations qui existent dans la Russie d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, je le rappelle, c'est que la Russie d'aujourd'hui, et la société russe d'aujourd'hui n'est pas celle qui existait il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il y avait des médias indépendants, il y avait la possibilité limitée de manifester, il y avait des semblants d'élections. Aujourd'hui, la Russie de Vladimir Poutine est une dictature de guerre, un État quasi totalitaire où toute contestation et manifestation peut conduire à l'arrestation et à la prison pour 15, 20, 25 ans, 30 ans, etc., etc. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose à savoir. Et donc, pour répondre à votre question, on ne sait pas aujourd'hui ce qui se passe exactement dans la société russe. Aucun sondage, aucun sondage, selon tous les experts, ne peut être pris au sérieux. Surtout les sondages qui touchent aux questions, est-ce que vous êtes pour ou contre la guerre? Est-ce que vous êtes pour ou contre Poutine? Aucun. Puisque aujourd'hui, si en Russie, si vous cliquez, si vous mettez un like sur un réseau social, sur une vidéo, euh, par exemple, une chanson d'un groupe ukrainien, vous pouvez prendre 7 ans de prison. Sur une chanson d'un groupe ukrainien. Je, je- Même pas quelque chose de militant. Non. Mais il y a quand même des mobilisations et des contestations en Russie qui existent aujourd'hui. Et statistiquement, les premiers types de contestations, c'est des contestations contre des répressions, notamment des manifestations anonymes, solitaires et tout ça, contre les arrestations. Et il y a de nombreuses arrestations en Russie. Il y a un grand nombre de prisonniers politiques, notamment ceux qui s'opposent à la guerre menée par le régime de Poutine en Ukraine. Mais le deuxième type de manifestation encore aujourd'hui, de contestation aujourd'hui, ce sont liées aux questions écologiques. Notamment, bah, justement, tout ce qui est protection des forêts, protection des fleuves, protection des lacs, des rivières et tout ça. Donc ça, je pense que c'est un point qui est important à savoir. Et de l'autre côté, pour terminer,
De l'autre côté, on a un régime donc qui est devenu, euh, encore une fois, je tiens à le préciser, dans les années 90, il y avait une préoccupation forte pour la protection notamment des forêts, par exemple. Dans les années 2000 jusqu'à 2012-2013, il y avait la question de la protection de la biodiversité qui était assez importante. Il y avait le développement des énergies renouvelables, notamment de la géothermie, qui était financée par l'État russe, etc., etc. Bon, aujourd'hui, la politique de l'État russe et du régime de Vladimir Poutine, elle est clairement anti-environnementale. Et c'est un régime, comme vous le savez, qui n'hésite pas aussi à commettre des crimes écologiques dans la guerre qu'il mène en Ukraine. Typiquement, on peut citer bien évidemment les bombardements de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine, qui est une très importante centrale nucléaire, et donc en mettant la pression pour créer un risque d'accident, mais aussi la destruction du barrage de Kakhovka, qui est l'un des plus grands barrages sur Dniepr, qui a été détruit, qui était le plus grand crime environnemental commis par la Russie ces dernières années. Donc, on voit il y a cette politique aussi d'utilisation euh, de l'écologie et des crimes environnementaux dans la guerre hybride menée par la Russie. Et puis, on peut aussi, bien évidemment, citer, il y a un rapport est sorti récemment sur les difficultés qu'on rencontre certains réseaux ferroviaires en Europe. Et on parle de la guerre hybride chez nous, en Europe de l'Ouest notamment. Eh bien, la Russie est impliquée dans une partie, notamment des sabotages, des attaques, des cyberattaques contre les réseaux ferroviaires, notamment touchant les civils en Europe. Donc aujourd'hui, on a, par exemple, ce genre de crimes qui sont commis sur le sol de l'Union européenne et qui visent, encore une fois, des installations nous permettant d'avoir des mobilités douces et moins consommatrices d'énergie fossile. Voilà, je termine là pour bref introduction, mais on pourra discuter et je serai ravi de répondre aux questions. Merci beaucoup. Excuse-moi, Oui, je voulais juste par rapport à ce que dit Alexei, dire peut-être 2 ordres de grandeur. La Russie, c'est 146 millions d'habitants à peu près, et l'empreinte carbone des Russes, elle est comparable à celle des Américains en fait. Mais parce que c'est, comme tu l'as dit, une économie extractiviste, prédatrice, etc., qui est l'économie mise en place par le régime de Vladimir Poutine. Et juste une anecdote, puisque moi j'ai travaillé sur la Russie en 2010 dans le cadre d'une année croisée France-Russie, et pour avoir beaucoup discuté avec les entreprises françaises, puisque toutes les grandes entreprises françaises étaient là-bas, notamment avec Vinci par rapport à la mobilisation pour défendre la forêt de Khimki. Ce qui était intéressant, c'est que très explicitement, nos entreprises françaises disaient qu'elles allaient en Russie parce qu'il n'y avait pas là-bas les normes environnementales qu'il y avait en Europe. Donc c'était à la fois très intéressant en termes d'accès aux ressources, mais c'était aussi une manière de produire sans avoir les contraintes environnementales qu'on a au niveau de l'Union européenne. Donc ça pose évidemment la question de l'interaction, le devoir de vigilance, etc. merci beaucoup, Lucille, pour ces précisions et merci vraiment à Alexis. Donc, je vois une réaction dans le chat qui dit, de Bernard Oljo, qui dit oui contre le réseau ferroviaire en Pologne en particulier. Oui, j'avais vu effectivement l'info récente. Donc, ça, c'est vraiment une analyse Et en intéressante. Allemagne, Ok, merci beaucoup pour la voilà. précision. Et merci aussi pour nous avoir reprécisé enfin ce qui se passe à la fois sur le plan des crimes environnementaux et enfin des crimes tout simplement même pas environnementaux contre la liberté d'expression, la démocratie, la guerre, etc. Parce que ça nous remet quand même le doigt sur ce qui se passe et quelle est la politique russe actuelle. Alors on va rediscuter de tout ça après, mais là je vais donner la parole à Édouard Goudot. Donc, Édouard, du coup, un petit retour là sur l'Europe. Alors, l'Europe qui, comme a dit Lucille, a rendu sa copie au dernier moment, qui sort un peu insatisfaite de cette COP, la France aussi. Mais donc, finalement, maintenant,
comment l'Europe va se positionner après la COP30, comment elle va gérer sa dépendance aux États-Unis sur le plan énergétique, et puis quelles sont un peu les forces en présence aussi en interne et les enjeux pour la suite dans dans ce positionnement actuel de sortie de COP. Qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau de l'Union européenne et de ses institutions par rapport aux questions environnementales? Eh bien, en fait, je vais commencer par un truc un peu désespérant, pas grand-chose. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut bien mesurer ce que cette COP a aussi entériné euh, pour l'Europe et pour la lutte contre le changement climatique au niveau des rapports de force mondiaux. Je pense qu'on peut dire sans hésiter que les clivages, comme l'a dit Lucille, la lucidité est maintenant assez partagée, les clivages n'ont jamais été aussi explicites. Les clivages n'ont jamais été aussi explicitement même assumés, que ce soit celui de Donald Trump qui n'est pas là, ou bien la Russie, la Chine, l'Inde, et un certain nombre. La Chine, d'ailleurs, on va revenir dessus. Mais les grandes puissances qui s'opposent et qui défendent de façon totalement sans hypocrisie, et c'est plutôt une bonne nouvelle en même temps, leurs intérêts pétroliers, leurs intérêts pour le plastique, leurs intérêts pour la déforestation, etc. Ce qui met l'Europe, en fait, dans une situation un peu complexe, sur laquelle je vais revenir juste en deuxième point. Premièrement, je voudrais enfoncer une porte ouverte. Nous avons un ordre international qui est fondé sur les manifestations de la puissance. Ça n'a absolument rien de nouveau, ça n'a absolument rien de choquant, mais le problème, c'est que la source de la puissance aujourd'hui, elle est plus que jamais exprimée dans la capacité de mobiliser des ressources énergétiques. Ces ressources énergétiques, elles fondent en fait la puissance mondiale d'un certain nombre de grands pays. La Russie en est un exemple, mais les États-Unis aussi. Si les États-Unis peuvent se permettre d'avoir la politique qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce que depuis Obama, il faudrait quand même pas l'oublier, notre ami Obama n'est quand même pas du tout le héros qu'on a voulu rêver. Depuis Obama, depuis 2011, les États-Unis sont producteurs nets de pétrole. Ils sont autosuffisants. Le pétrole, la révolution du gaz de schiste, a changé la donne mondiale en termes de rapport de force économique et en termes de rapport de force énergétique. C'est d'ailleurs eux qui nous fournissent aujourd'hui, maintenant qu'on est en train de se sevrer du gaz russe pas cher, c'est eux qui nous fournissent en gaz pas très propre. Je vous rappelle quand même qu'en Europe, la mobilisation de la société civile, du Parlement européen et d'un certain nombre d'États membres a abouti au refus de l'exploration, même pas de l'exploitation, mais de l'exploration pour le gaz de schiste. On peut s'en réjouir d'un certain point de vue, mais il n'empêche que dans un certain nombre d'occurrences, nous nous retrouvons maintenant à consommer du gaz de schiste par le truchement des livraisons de gaz naturel liquéfié américains. Et donc, c'est aussi un des éléments essentiels pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au niveau des rapports énergétiques entre l'Union européenne et le reste du monde, pas simplement les États-Unis. Pourquoi dis-je ça? Parce que le problème, c'est que la question climatique en Europe, ou plus exactement, avant de poser la question climatique en Europe, la question climatique, elle peut se poser en deux termes. Et c'est ces deux termes aujourd'hui sur lesquels l'Europe est en train de basculer. Soit elle se pose en termes d'exemplarité, ce qui a toujours été en fait la politique climatique européenne. Ça a toujours été une politique d'exemplarité. Nous sommes les leaders de la prise de conscience de la nécessité de lutter contre le changement climatique. En 1992, il n'y a guère que les Européens qui prennent ça au sérieux. Enfin, évidemment, je caricature un peu, mais la seule grande puissance en termes de puissance économique, de puissance énergétique, de puissance tout court, c'est l'Union européenne, qui se pose d'ailleurs comme une puissance verte. Elle pose un leadership vert, mais ce leadership vert, il est ancré d'abord, premièrement, dans une, alors je ne vais pas dire morale, mais dans une réflexion sur l'exemplarité, c'est-à-dire le fait d'avoir un leadership de la norme, qui est typiquement en fait celui de la production normative européenne. Nous produisons de la norme. Et Alexei nous a gentiment rappelé le fait que la Russie avait eu un effet déclencheur en 2003, en 2002 en ratifiant le protocole de Kyoto. C'est ce qui permet à l'Union européenne, dès 2003, de mettre en place le premier marché carbone au monde. Un marché carbone imparfait, incomplet, mais le premier marché carbone, directive de 2003, directive ou règlement, j'ai un doute, peu importe, texte de 2003 qui permet ensuite à l'Union européenne de mettre en place son premier marché carbone en 2005, son système d'échange des quotas d'émissions. Depuis, elle a toujours eu cette volonté de décarboner, de
de décarboner par l'efficacité énergétique, de décarboner par la substitution des énergies renouvelables aux énergies fossiles, et de décarboner aussi, malheureusement, par un effet assez paradoxal et particulièrement désagréable, qui est celui de la fuite de carbone et de la désindustrialisation, puisqu'une grande partie de nos importations, comme l'a rappelé Lucille, une grande partie de nos émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui sont principalement des émissions importées. Mais voilà où je voulais en venir. Cette question du leadership par l'exemplarité, elle n'a plus cours dans un monde, on va dire, pour paraphraser David Pollitt, dans un monde de prédateurs. Vous pouvez être le plus vertueux que vous voulez quand la scène internationale est uniquement articulée sur les rapports de puissance brute, avec la capacité de produire et la capacité énergétique. Évidemment, dans ce rapport-là, l'Union européenne est perdue. Elle n'a pas de capacité énergétique. Et même si elle était aujourd'hui, même si elle est très avancée dans sa transition énergétique, elle n'est pas en mesure de se passer totalement des ressources fossiles. Donc, toute la question de l'exemplarité aujourd'hui est battue en brèche. Et elle est battue en brèche par l'autre polarité qui est celle de la compétitivité. Vous le savez, depuis la prise de panique, parce qu'en gros, il y a quelque chose d'assez agaçant en fait avec le débat européen, c'est qu'on passe quasiment sans passer par la case départ de la position de complaisance à la position de panique. C'est typique. C'est quelque chose qu'on retrouve sur absolument tout, et je pense que la question militaire posée par la Russie est un très bon exemple, mais sur justement l'énergie ou sur la compétitivité, on a exactement ça. La compétitivité est devenue la nouvelle boussole, et j'insiste sur le mot boussole, puisque c'est le mot qu'utilise von der Leyen depuis le début de son deuxième mandat, la boussole de compétitivité. Sauf que la compétitivité aujourd'hui, elle est conçue principalement avec les éléments de la puissance de nos principaux concurrents. Et nos principaux concurrents n'ont pas d'exemplarité énergétique, n'ont pas de problème de ressources. Et je vais arriver à la Chine, vous allez voir pourquoi. Parce que, en fait, l'Union européenne se retrouve donc à une prise de conscience que son industrie n'est plus aussi compétitive qu'elle le voudrait, principalement parce que les coûts de l'énergie, principalement parce que les coûts de nos modèles sociaux, et principalement parce que les coûts de nos choix normatifs pèsent d'une façon démesurée pour les acteurs économiques et d'une façon insuffisante pour ceux qui voudraient que l'Europe soit la plus vertueuse possible. Et on est exactement sur ce renversement de logique-là au niveau européen. Il y a fort à parier que nous lâchions la proie pour l'ombre, puisque l'obsession pour la compétitivité que l'Union européenne est en train de développer est une obsession qui passe complètement à côté du seul point sur lequel il y avait pourtant un accord, disons, dans le diagnostic, qui était celui qui était soulevé par le Mario Draghi dans son rapport, qui est que nous avons une avance sur les technologies vertes. Nous avons une avance sur la décarbonation. Nous avons une avance justement sur nos capacités de mobilisation et de décarbonation de l'industrie et des processus industriels. Le problème, il est là. Le problème, c'est que nous sommes en concurrence, et c'est le troisième point, c'est la troisième grande puissance, qui est un peu l'éléphant dans la salle, l'éléphant même dans le magasin de porcelaine de Chine. La troisième puissance qu'il faut absolument prendre en compte et qui nous tient en tenaille avec les Américains aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, elle dispute à l'Union européenne le sérieux en matière climatique, mais pas du tout pour des questions d'exemplarité. La Chine, je vous en avais déjà parlé lorsqu'on a parlé du webinaire précédent de l'importance que la Chine donnait aux investissements en matière de renouvelables. Alors, excusez-moi, il faut que je reprenne mes notes. Mais en gros, c'est vrai que la Chine investit toujours de façon assez nette dans les centrales à charbon, mais je vais revenir à la raison pour laquelle elle fait ça. La Chine investit de façon très sérieuse dans ses capacités renouvelables depuis toujours, enfin depuis une quinzaine d'années, mais depuis les années précédentes, depuis 2024 en particulier, toute sa croissance de demande énergétique est couverte à 80% par des renouvelables. Autrement dit, elle a beau ouvrir des centrales à charbon, elle est dans une trajectoire de décarbonation réelle et assumée. La grande ambivalence qu'elle tient au niveau européen, des négociations climatiques, c'est qu'elle continue de se positionner comme une économie en développement,
alors qu'elle n'est plus une économie émergente, elle est une économie développée. Elle est la deuxième puissance mondiale, même la première, ça dépend du périmètre qu'on utilise, et elle ambitionne d'être de toute façon la première et au sommet du monde pour le 100e anniversaire de sa révolution. Donc la Chine, aujourd'hui, est un des acteurs les plus sérieux en termes de décarbonation. Elle est aussi un des acteurs les plus sérieux en termes de décarbonation parce qu'elle a une ressource fondamentale qui est celle des terres rares. Elle maîtrise entre 80 et 90% du circuit d'extraction, de transformation d'un certain nombre de terres rares qui sont absolument indispensables aux technologies vertes, pas simplement aux semi-conducteurs qu'on met dans les avions, dans les missiles ou dans les voitures, mais aussi à tous, que ce soit pour les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, etc., etc. Donc la Chine est au cœur, au nœud en fait de la puissance verte de demain. Et elle ne fait pas ça, et c'est là que je voulais en venir, elle ne fait pas ça par exemplarité, même si elle aime bien se poser comme un pays exemplaire, leader du Sud, etc., etc. Elle ne fait pas ça, même pas par souci de compétitivité, parce que ça fait partie de sa réflexion, mais comment dire, la Chine est compétitive aujourd'hui, mais elle sait que demain, ce n'est pas sa question de compétitivité qui va être en jeu, c'est sa question de souveraineté. Elle fait ça pour des raisons de souveraineté. Il y a quelque chose d'assez fascinant, en fait. Le Parti communiste chinois a beaucoup de défauts d'un point de vue démocratique, mais d'un point de vue stratégique, il est remarquable. Il a compris des choses qui mettent énormément de temps à percoler dans le cortex de nos leaderships démocratiques pour des raisons tout simplement de rapidité des mandats et de temporalité. Mais il a compris que il y avait un enjeu environnemental. Il a compris aussi qu'il y avait un enjeu de la société civile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a écrasé, avant même qu'elle se forme, la révolte estudiantine et la convergence entre la potentialité d'une convergence entre les revendications de la société civile et celles des étudiants le 4 juin 1989 à Tiananmen, parce qu'il avait vu ce qui s'était passé, ce qui était en train de se passer dans l'Europe centrale et de l'Est. Le Parti communiste chinois a compris aussi que l'enjeu de la souveraineté passait par les questions environnementales et par les questions d'écologie. Et j'en veux pour preuve d'abord ce que je viens de raconter sur le climat, mais aussi ce que je vais vous raconter tout de suite là, sans rentrer trop dans les détails parce que c'est plein de chiffres encore une fois, sur la souveraineté alimentaire. La Chine a un état de dégradation de ses sols qui est absolument spectaculaire. Elle est évidemment, c'est une agriculture ça a beau être une société paysanne, c'est une agriculture industrialisée, typique en fait de l'industrialisation à marche forcée que représentent les pays d'inspiration, les partis d'inspiration marxiste-léniniste. Mais aujourd'hui, ces sols sont lessivés, ces surfaces agricoles sont soumises à la sécheresse. Alors évidemment, il y a le changement climatique qui n'arrange rien, mais sa production alimentaire est en déclin, en tout cas elle est en pic. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans tous les pays de forte intensité agricole. L'Union européenne en fait partie, les États-Unis en font partie. Mais la Chine a cette conscience-là. Et elle y répond comment ? Non pas en changeant directement son modèle agricole, mais par l'accaparement des terres au niveau mondial. Un peu comme l'accaparement des ressources. Cet accaparement des terres fait que, par exemple, au Zimbabwe, elle a en Zimbabwe, elle a des fermes qui sont exploitées par des Chinois pour des Chinois. Il y a un petit peu pour le marché local, mais le reste, le gros de la production, part en Chine. Au Mozambique, ce sont des exploitations forestières qui, là, pour le coup, partent à quasiment 100%, en tout cas d'après les chiffres que j'avais vus, partent à 100% en Chine. Il y a évidemment au Centrafrique, au Congo, attendez, j'avais noté ça aussi, en Gambie. L'Afrique, alors la Chine-Afrique, on connaît l'expression, mais l'Afrique est devenue aussi le terrain privilégié de l'accaparement des terres, dont le principal objectif n'est pas simplement d'accaparement des ressources dites naturelles, mais d'accaparement de ressources dites alimentaires. Il y a donc un sujet là-dessus qui a été très très bien compris par la Chine. Alors c'est pas pour ça qu'ils rachètent des châteaux à Bordeaux, mais enfin c'est aussi pour ça qu'ils rachètent des terres agricoles. Il y a bien aussi cette ambition-là. La Chine a compris, le Parti communiste chinois a compris que la question environnementale était centrale. C'est d'ailleurs très intéressant. Je vais terminer là-dessus pour faire un parallèle avec ce que nous racontait Alexei sur la société civile russe. Il y a en Chine, non pas une société civile au sens où nous l'entendons au mot européen, qui est d'ailleurs aussi ce qui était en Russie, mais il y a en fait une opinion publique locale. Les mobilisations en Chine
ont eu leur pic, les mobilisations environnementales ont eu leur pic grosso modo dans les années 2010-2016, avant justement un sérieux coup de vis, tour de vis au niveau du Parti communiste et de la loi sur le financement des ONG, financement étranger, etc. Mais même depuis 2017, on trouve encore, par exemple à Wuhan, un certain nombre de manifestations qui peuvent aboutir. Ce que le Parti communiste sait, c'est que les tendances, ils connaissent évidemment l'histoire de la Chine sur le bout des doigts, c'est que les tendances centrifuges sont très très fortes, elles affectent l'histoire de la Chine depuis toujours, que la Chine est un pays centralisé, ultra centralisé, dont le principal objectif est de maintenir la taille d'un continent, grosso modo, et une population qui a beau être deuxième derrière l'Inde, reste quand même au-delà du milliard, et une classe moyenne, enfin d'abord, des sociétés rurales très 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 vivaces lorsqu'il s'agit de leur cadre de vie, de leur dignité, de leur organisation, de la pollution. Je passe les exemples. Peut-être si vous vous souvenez du scandale de l'empoisonnement du lait maternel. En Chine, on avait vu quand même une très très grande mobilisation, mais aussi de classes urbaines qui sont le résultat évidemment de l'enrichissement et de l'industrialisation en Chine, et qui sont des classes urbaines qui ressemblent pas totalement, mais quand même pas mal aux nôtres, qui sont urbaines, plus ou moins éduquées, avec des standards et des exigences de standards de cadre de vie qu'on pourrait tout à fait retrouver chez nous. Or, la Chine est extraordinairement, les villes chinoises sont extraordinairement polluées, les problèmes de stress hydrique affectent à peu près 300 villes, et donc quand ça affecte une ville en Chine, c'est pas comme ça affecte une ville chez nous, hein, c'est l'équivalent d'un pays quasiment pour un certain nombre d'entre elles. Bref, il y a cette nécessité de maintenir un standard de développement économique et un standard de développement, de standards environnementaux qui est toujours constamment au cœur de l'action du Parti communiste chinois. C'est la raison pour laquelle, si vous vous mobilisez pour une action locale, mais que vous ne mettez pas en cause le Parti communiste central, et que vous, par exemple, vous en profitez pour mettre en cause la corruption de quelques locaux, c'est quelque chose qui n'est pas découragé par le pouvoir central. Il y a donc effectivement une prise de conscience et évidemment un certain nombre d'antennes locales au niveau central. Je termine donc là-dessus. Peut-être que pour l'Union européenne, la leçon chinoise est celle justement de penser de façon non plus en termes de compétitivité, mais en termes de souveraineté, nos rapports au climat et nos rapports à l'écologie. Et ça, c'est quelque chose qui va aller bien au-delà simplement de notre capacité à décarboner. Ça va être aussi la transformation de notre modèle agricole, parce que nous ne faisons pas, ou en tout cas pas à l'échelle chinoise, d'accaparement des terres. Et la transformation du modèle économique, du modèle agricole et du modèle industriel européen n'est plus une question d'exemplarité, n'est plus une question même de compétitivité, ça devient une question fondamentale de souveraineté. Voilà, je suis désolé, j'ai essayé de mettre beaucoup de choses en même temps. J'espère que c'était suffisamment synthétique. Merci beaucoup, Edouard, pour ce rappel par rapport à l'UE et l'Union européenne et notre historique d'exemplarité, et puis cette évolution de la Chine avec cette notion de souveraineté qui est vraiment très intéressante. Je ne sais pas, est-ce que Lucille ou Alexis, vous voulez réagir par rapport à ce que vient de dire Edouard ou... Moi, je veux bien dire un petit mot par rapport à la Chine. Je pense que ce qu'a dit Edouard est fondamental. Et si on replace ça dans la perspective de la position de la Chine à la COP30, ce qui est important à observer, c'est que la Chine a toujours défendu le multilatéralisme. Vous savez, c'était une manière aussi de s'opposer à la façon dont les États-Unis, de longue date, combattent le multilatéralisme. Ce n'est pas propre à Donald Trump. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette année, la contribution de la Chine à la COP30 a été jugée décevante parce qu'on observe un certain désinvestissement de la Chine par rapport à cette instance multilatérale. Alors, le discours reste le même, mais ça a été remarqué. En fait, c'est seulement le numéro 3 du régime qui est venu à Belém. Et dans l'idée de présenter, au fond, une contribution de diminution des gaz à effet de serre relativement modérée, je rappelle que la Chine dit qu'elle va atteindre la neutralité carbone en 2060, il y a toute l'idée qu'au fond, on se demande si ces COP servent encore à quelque chose dans un monde effectivement moins multilatéral, et lorsque, comme le rappelait Edouard, la Chine s'est constituée en puissance économique verte.
Je rappelle que 50% des panneaux photovoltaïques installés dans le monde sont installés en Chine, que la Chine produit 70% des voitures électriques à l'échelle mondiale, et on le sait que c'est devenu de très loin le premier producteur de technologie verte. Donc ça signale en fait une manière d'envisager les questions environnementales qui permet d'associer les enjeux de compétitivité économique et même de, je dirais, de modèle industriel en fait mondial. Et c'est un point très important par rapport à la stratégie que pourrait monter l'Union européenne par rapport à la Chine. Edouard nous dit, au fond, tout ça, c'est un enjeu de souveraineté et c'est une manière de devenir une puissance dominatrice assumée. Hein. Je rappelle aussi que dans la constitution chinoise de 2018, on parle de civilisation écologique, civilisation chinoise écologique. Je crois que c'est ça qu'il faut entendre. Et donc, par rapport à ça, se pose la question de la stratégie de l'Union européenne. Est-ce qu'elle doit envisager des accords, en fait, qui soient des accords industriels avec la Chine, c'est-à-dire utiliser la technologie chinoise sur le sol européen? Est-ce qu'il faut, au contraire, avoir une attitude de protection industrielle par rapport à la Chine? Je crois qu'on n'est plus en position de force et que la question qui se pose, c'est bien très concrètement de regarder comment ça peut rapporter à l'Union européenne pour une montée en puissance des technologies vertes. Et puis, je voulais dire une chose, c'est que ce qui se passe en Inde est aujourd'hui très important. Alors, donc la population, c'est plus d'1,4 milliard, hein, les Indiens, c'est à peu près, c'est plus que la Chine, mais c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. Et aujourd'hui, l'Inde, c'est une puissance émettrice. Il faut donner les ordres de grandeur, en fait. Je les avais regardés, là, la Chine, c'est 29% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Euh, les, euh, les États-Unis, c'est, attendez, je suis en train de regarder tous mes chiffres, c'est 11%. L'Inde, c'est 8%. L'Union européenne, c'est 6%. Et Monique Barbu disait, on va être 4%, donc on compte pas beaucoup. Mais si, on compte beaucoup, parce qu'on peut être exemplaire, comme le rappelait Edouard. Et ce qui est important, c'est que la Russie, c'est de l'ordre de 5%. Donc vous avez les ordres de grandeur. Et ça montre aussi que la Chine et l'Inde, c'est très important et qu'il y a une sorte de... Là, il y a des contre-modèles par rapport à l'Union européenne qui montrent la nécessité de reprendre le leadership. Euh, Par rapport à ce qui vient d'être dit, euh, nous, on est déjà dépendants de la Chine en termes d'exportation chinoise vers notre sol. Et donc, comment est-ce qu'on transforme cette dépendance justement en une interaction? Je pense que c'est ça la grande question qui est posée aujourd'hui à l'Union européenne. Alexei, je pense que ça serait vraiment intéressant que tu reviennes peut-être sur cette question de l'économie prédatrice en fait de Poutine et de la façon dont Poutine joue aussi avec la Chine. C'est-à-dire que à la faveur de la guerre en Ukraine, ce qui s'est passé, c'est un rapprochement entre la Chine et la Russie qui est un encouragement d'une certaine manière à lutter contre le modèle européen sur la question climatique. Bah, clairement, clairement, le régime de Vladimir Poutine est par essence un régime anti-européen, puisqu'il se construit et il se développe aujourd'hui avec déjà un impérialisme, bien évidemment, par rapport à d'autres pays en Europe, mais aussi avec une volonté de construire un contre-modèle, un modèle européen, mais surtout de limiter la potentielle influence au modèle européen. Je m'explique. L'une des raisons pour laquelle, et on s'écarte un tout petit peu du sujet, mais je pense que c'est important pour comprendre, l'une des raisons pour laquelle, dès 2004, en réalité, la révolution orange en Ukraine, puis de manière plus accentuée avec l'annexion illégale de la Crimée en 2014, toutes les tentatives des Ukrainiens, ou d'ailleurs des Bélarusses, ou d'ailleurs aujourd'hui des Géorgiens, de se tourner vers le modèle européen, qui est un modèle attractif. Je pense que nous, en Europe, on a tendance à l'oublier, mais le modèle européen, aussi bien de prospérité, de dignité humaine, de liberté, de droit, mais aussi de qualité de vie, y compris d'un point de vue de droit à un environnement respecté, est un modèle qui attire et qui attire des populations dans des pays qui sont des pays de l'ex-URSS. Et ça va être peut-être un scoop pour certains,
qui attire des Russes. Et la plus grande crainte de Poutine, et l'une des raisons pour laquelle Poutine réagit aussi fermement aux manifestations de 2011, 2012, 2013, dont on a vu qu'elles avaient une forme d'inspiration de combats environnementaux, c'est parce qu'il souhaite montrer aux Russes, citoyens russes, que la voie européenne ne leur sera pas autorisée, y compris un point de vue de droits environnementaux. Et donc, mais ce qu'il leur dit en échange, et ça, c'est un contrat quelque part social qui est passé au début des années 2000, quand il y a cette fameuse redistribution des richesses et surtout des ressources, dont une partie qui était passée dans les années 90 du secteur public vers le secteur privé avec la création, bien sûr, d'oligarques, mais aussi d'entrepreneurs dans ce domaine-là. Au début des années 2000, une partie de ces ressources est redistribuée, non pas au sein d'entrepreneurs, mais au sein des proches du clan Poutine. C'est-à-dire que des personnes comme Sechin, Igor Sechin, qui est aujourd'hui un grand oligarque, l'un des hommes les plus riches de Russie du monde, est passé en quelques jours de anciens collègues au sein du KGB et amis de Vladimir Poutine, vivant dans un 3 pièces à Saint-Pétersbourg, à multimilliardaire et oligarque, parce que Poutine lui a donné ce qu'il a illégalement pris à Yukos. Et aujourd'hui, Sechin est à la tête de Rosneft, qui a été récemment, donc à mon avis un peu tardivement, touché par les sanctions européennes et américaines, qui est un des géants du pétrole dans le monde. Et donc, Poutine passe ce contrat qui lui assure une loyauté de ses proches, et notamment des services secrets, de l'armée, de la police, en disant, je vous distribue les richesses naturelles du pays, pétrole, gaz, forêt, etc. Et en échange, vous bloquez toute forme de contestation et je reste au pouvoir. Et lui-même et ses proches se sont enrichis très grandement sur cette exploitation. Mais avec une volonté d'avoir une petite redistribution, suite à la hausse aussi des prix du pétrole au début des années 2000, petite redistribution et la volonté de créer des classes moyennes. Mais lorsque ces classes moyennes, en 2011, 2012, 2013, ont montré que avoir un appartement, une voiture et un travail n'était pas suffisant à leur bonheur et qu'ils voulaient aussi avoir des élections libres, des médias indépendants et la possibilité, s'ils le souhaitent, de changer par des élections de maire, de gouverneur, voire de président, c'est là que ça leur a été refusé en utilisant les ressources. Et pour répondre à la question de la Chine et aussi de l'Inde, de ces nouvelles alliances, et peut-être aussi le lien avec le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, parce que je pense qui est assez intéressant avec l'Asie centrale. Clairement, l'Union européenne a très fortement réduit sa dépendance aux ressources énergétiques russes. Certains pays restent encore dépendants, voire en profitent, comme la Hongrie ou la Slovaquie, avec des accords bilatéraux. Et donc, la Russie a souhaité chercher d'autres débouchés, d'où la Chine, d'où l'Inde. Ce qui est intéressant à noter toutefois, c'est que il y a différentes analyses. À qui profitent, par exemple, ces nouveaux échanges énergétiques entre la Russie et la Chine? En moyenne, la Russie vend son gaz à la Chine en moyenne 3 à 4 fois moins cher par rapport à ce qu'elle le vendait à l'Union européenne. Et si on compte les prix de production, si on compte le prix du matériel d'extraction qui a explosé puisque les sanctions très fortes sont imposées là-dessus, si on compte le prix de transport, en réalité, la Russie n'est pas si gagnante que ça dans cet échange. En fait, c'est plutôt la Chine, je dirais, qui profite de cette situation.
D'où le fait que vous avez vu sans doute passer les différents points de l'accord proposé par Trump, mais visiblement soufflé par Poutine sur l'Ukraine. Et l'un des principaux points, et d'ailleurs ça a été dès le départ, dès le début de l'année 2025, le principal point dans les négociations sur l'Ukraine entre la Russie et les États-Unis, c'est les sanctions. Puisque aujourd'hui, en réalité, les sanctions pèsent très lourd sur l'oligarchie qui maintient le régime de Poutine au pouvoir et pèsent très lourd sur la situation économique. Et donc, en réalité, selon de nombreux experts, c'est plutôt la Chine qui gagne de ces nouveaux échanges, surtout que les capacités de transport de gaz entre la Russie et la Chine sont limitées. Il y a la construction de nouveaux gazoducs, mais qui n'est pas encore terminée. Mais il y a par contre, ce qui est intéressant à regarder, c'est ces nouveaux échanges entre la Russie et l'Inde, notamment sur le pétrole, où l'Inde, en fait, devient une sorte de grand hub aussi, et le pétrole russe devient, par miracle, du pétrole indien. Mais encore une fois, là-dedans, c'est peut-être encore plus l'Inde que la Russie qui est gagnante dans cette situation, et le rôle très brièvement des pays d'Europe centrale et orientale, qui sont impactés bien évidemment, mais qui aussi, du coup, vu qu'il y a beaucoup de sanctions qui touchent euh, beaucoup de sanctions qui touchent la Russie, notamment la Russie ne peut plus se faire livrer beaucoup de pièces, nombreuses pièces, pour des installations gazières, pétrolières, pour l'industrie légère, pour l'industrie lourde. Cela passe par ces pays-là, par le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, et notamment, bon, on peut citer l'Allemagne, qui a augmenté ses capacités d'export vers ces pays-là, et c'est des produits qui vont à la fin en Russie. Mais là aussi, ces pays, notamment le Kazakhstan, qui sont aussi producteurs d'ailleurs, profitent des prix plus bas dont ils peuvent bénéficier désormais, parce qu'en réalité, la Russie n'est plus en capacité de dicter des prix au niveau mondial, puisqu'elle n'a plus les capacités aussi importantes qu'elle avait avant d'exporter vers l'Europe. Et ça nous ramène aussi à un point, pour conclure mon propos, ça nous ramène aussi à un point important, c'est que le choix qui a été fait, euh, notamment par l'Allemagne, mais aussi par plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, il faut le dire, la Hongrie notamment, la Slovaquie, le choix qui a été fait d'avoir une dépendance énergétique au gaz russe et, moindre mesure, pétrole, mais au gaz russe notamment, c'est un choix finalement qui s'est avéré catastrophique. Catastrophique, notamment pas seulement de point de vue dépendance, souveraineté, tout ça c'est très important, mais parce que, et on a évoqué les prix tout à l'heure, ça a permis de nourrir, de financer le régime de Poutine, et notamment l'appareil répressif, l'appareil militaire et l'appareil de propagande qui aujourd'hui a permis au régime de Poutine d'envahir massivement l'Ukraine et permettra peut-être demain de faire la même chose avec un pays balte, si on ne réagit pas. Merci beaucoup Alexis pour cette analyse sur l'Asie centrale, etc. et le gain que peuvent avoir la Chine et l'Inde dans ces échanges et la responsabilité aussi de l'Europe. Euh, du coup, maintenant, il nous reste 20 minutes. À moins que Lucille et Édouard, vous vouliez réagir, on peut peut-être passer un peu aux questions des participants. Du coup, je regarde les questions qui sont dans le chat, mais n'hésitez pas, je propose que ceux qui veulent poser une question, vous pouvez lever une petite main et prendre la parole aussi directement. Sinon, je regarde. N'hésitez pas à lever une petite main et on vous donne la parole pour poser une question. Ça peut être plus interactif. Il y a deux questions que j'ai vues apparaître auxquelles Très j'ai bien. répondu rapidement, mais celle sur la diversification des fournisseurs de gaz européens.
Oui, parce que j'ai beaucoup insisté sur le gaz naturel américain. Euh, euh, oui, en France, notre gaz vient principalement d'Algérie, de mer du Nord. On est moins concerné. D'abord, il ne faut pas perdre de vue les terminaux gaziers qui distribuent pour le pays, mais aussi pour le reste de l'Europe. À Hambourg ou bien à Klaipėda, par exemple, en Lituanie, ce ne sont pas uniquement pour la Lituanie ou pour l'Allemagne. Il s'agit en fait de terminaux gaziers qui sont là pour irriguer les pays voisins, les pays baltes, l'arrière-pays industriel européen de l'Allemagne. Donc ça, c'est la première chose. Et nos fournisseurs, et ça, c'est la stratégie Repower EU qui a été fondée en 2030, pardon, en 2023, au plein 2022-2023, au moment de la guerre et des sanctions. C'est une stratégie de diversification tous azimuts et d'achat groupé pardon, de gaz en dehors de nos fournisseurs traditionnels, qui étaient la Russie, dont Alexei vient de rappeler le choix stratégique malheureux et quasiment, on va dire, compromettant que Schröder et l'Allemagne avaient fait. Je rappelle d'ailleurs que Schröder était en alliance avec les écologistes allemands à l'époque. Donc cette lucidité des écologistes allemands était un peu tardive. En l'occurrence, il y a dedans le Golfe, donc les Qataris en particulier, mais aussi la Libye, l'Algérie bien sûr, et les États-Unis. D'ailleurs, c'est très intéressant, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Chine investit autant dans le charbon aussi, c'est que le charbon, elle en a, alors que le pétrole ou le gaz, elle doit l'importer. Elle doit l'importer donc des États-Unis, mais ce n'est pas trop le moment en ce moment, mais elle doit l'importer aussi éventuellement d'Indonésie. Elle l'importe, et Alexei, merci de l'avoir rappelé, elle l'importe à moindre coût de Russie, parce que les Russes doivent vendre leur pétrole, que les pipelines vont tous vers l'ouest et pas vers l'est, et donc il faut bien se débrouiller. Mais la Chine a fait le choix justement progressivement de la décarbonation, et ça permet de répondre aussi à l'autre question, et je vois que la réponse a déjà été anticipée un peu. La Chine est aujourd'hui le leader mondial avec une forte avance technologique et une forte avance commerciale les principaux segments du véhicule électrique. Calt, BYD, c'est peut-être pas des marques qu'on connaît parce que généralement elles sont associées soit avec des constructeurs européens, soit elles sont vendues sous d'autres modèles, mais ce sont les leaders aujourd'hui du véhicule électrique dans le monde. Et en plus, ils peuvent contourner les droits de douane imposés par l'Europe aux véhicules électriques, puisque s'ils sont aussi sur les modèles hybrides, ce qui est le cas aujourd'hui, ces droits de douane ne concernent pas les véhicules hybrides. Donc voilà, je veux dire, la Chine aujourd'hui est une puissance écologique. Peut-être un petit mot, oui, pardon. Non, Il y a d'autres questions, peut-être. Oui, je vois une question pour toi, Lucille, je pense. Le rôle des peuples amazoniens dans la COP30 est aussi une nouveauté par rapport aux dernières COP. Est-ce que l'alternative promue par la Colombie est une vraie ou fausse piste? D'accord. Oui, je vais répondre, mais alors sur ce que vient de dire Edouard sur l'Allemagne ou ce qu'a dit Alexei sur l'Allemagne et la courte vue, moi je pense que ce qui est très intéressant, c'est quand même de se rappeler de la discussion qui a eu lieu à l'échelle européenne sur la taxinomie verte. Vous savez, l'antagonisme entre la France qui voulait reconnaître le nucléaire comme énergie verte et de transition au moins, et donc l'Allemagne qui souhaitait faire reconnaître le gaz. Donc on est au fond dans des spécialisations en termes de consommation de fossiles et dans des modèles extrêmement différents. C'est aussi la difficulté de faire exister une Europe de l'énergie. Et ça, je pense que tant qu'on n'aura pas travaillé là-dessus, sur la convergence, alors on l'a pas assez dit, mais aujourd'hui, la capacité d'installation à l'échelle mondiale de renouvelables va dans le bon sens, y compris en Chine. Hein. Ça, c'est très, très important. Mais tant qu'on n'aura pas été dans un sens un peu commun au niveau de l'Europe, cette question de l'Europe de l'énergie, au fond, est-ce qu'elle existe? C'est une question qui est vraiment posée. Je voulais aussi rappeler que le fait que les Verts, les Grunen, aient été au pouvoir au moment du déclenchement de la guerre avec l'Ukraine, les a évidemment obligés à faire des choix extrêmement déterminants. Je veux dire, tout le pacte de coalition qui avait été négocié est au fond tombé à l'eau et les a conduits à prendre un rôle extrêmement important dans le fait, par exemple, de repousser euh, la sortie du charbon, dans le fait de faire construire des terminaux gaziers pour accueillir le gaz qui ne soit pas un gaz russe. Donc on est tombé sur quelque chose qui a obligé les Verts, au nom du pragmatisme et de la guerre,
en fait, à faire des choix qui étaient directement inverses au programme qu'ils portaient auparavant, ce qui leur a coûté beaucoup aux élections. Et donc, on est dans cette situation compliquée où lorsque la question du pragmatisme et des compromis nécessaires dans des situations qui n'ont pas été anticipées, et quelles questions ça pose à l'écologie politique. Ça me semble être un point important à discuter. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est un vert au pouvoir dans le cadre d'une coalition et qu'il y a la guerre? Toutes questions qui pourront se poser aussi dans le cadre des échéances françaises électorales qui arrivent. Par rapport à la question de la Colombie, c'est effectivement très intéressant parce qu'il y a eu directement une sorte d'antagonisme entre ce qu'on pourrait appeler le modèle colombien et ce que porte Lula, qui nous avait vendu et survendu la forêt amazonienne, Belém, le fait qu'il allait sauver la forêt amazonienne tout en faisant 3 jours avant l'entrée dans la COP des annonces sur l'exploitation des hydrocarbures. Quelqu'un me rappelait que Lula avait toujours dit qu'il était contre les OGM et puis au dernier moment, il avait évidemment laissé les OGM s'installer totalement au Brésil. Donc on est face à un politicien au sens classique du terme, avec un vrai rayonnement international, un côté de leadership par rapport aux BRICS. Mais on peut se poser la question de la façon dont l'écologie est dans la hiérarchie des priorités de Lula, une vraie priorité et dont elle n'est pas aussi un axe de communication. Donc, et d'ailleurs, par rapport à ce que disait Edouard, c'est assez marrant parce qu'il est arrivé justement à la COP, vous savez, dans une voiture chinoise, en fait, dans une BYD, comme tu dis, en prononçant à l'anglaise, bide. Donc c'est assez intéressant de voir comment lui aussi, il est au fond sur un discours qui pourrait se rapprocher du discours chinois, qui est un discours de grande puissance, cette fois-ci davantage sur l'agro-business en fait. Hein, mais au fond, le discours de Lula sur l'écologie, c'est aussi un discours de puissance exportatrice commerciale. Et donc, en ce sens, oui, la Colombie peut être un contre-modèle avec la question qui est posée de la stabilité des modèles démocratiques internes. Comment est-ce qu'on fait pour installer durablement des pouvoirs qui peuvent défendre l'écologie tout en ayant en tête le bien-être économique des peuples? Ça, c'est un point essentiel. Et puis, c'est vrai, le contre-sommet qui a été organisé par les peuples autochtones. Je voulais, d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je voulais dire que, au fond, ce qui est intéressant dans la mécanique des COP aujourd'hui, c'est qu'elle déclenche à côté d'elle les contre-sommets des peuples autochtones, les contre-sommets aussi de l'agribusiness. Comment, au fond, elles peuvent être une espèce de clé de voûte pour permettre de mesurer le rapport de force. Et ça a été aussi rappelé, il y a une ONG qui veut organiser maintenant des conventions citoyennes climatiques qui permettront de porter dans les prochaines COP des revendications très concrètes sur l'écologie quotidienne. Comment est-ce qu'on complète la mécanique onusienne et la manière de dire les choses de façon diplomatique et comme on l'a dit, ça peut tomber d'un côté ou ça peut tomber de l'autre en fonction du jeu d'acteurs. Comment est-ce qu'on complète ça par des pressions, des rapports de force, du contre-pouvoir et qu'ils soient des contre-pouvoirs ou les contre-pouvoirs verts soient plus importants que les contre-pouvoirs bruns. Ça, c'est un point qui est posé dans lequel on peut trouver des éléments d'espoir. Après, le contre-sommet des peuples autochtones, il ne faut pas réduire ça à du folklore. Et au fond, c'est ça qui est essentiel. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que ce qu'on appelle la justice climatique fasse le lien avec l'écologie quotidienne, ce qui est rappelé dans le texte que je vous invite à lire, le texte de l'accord, euh, dans les pays du Sud, dans les pays du Nord, et que quelque chose se passe autour d'enjeux concrets qui peuvent permettre aussi de construire quelque chose à l'échelle internationale. C'est toute la question des passages à l'échelle, alors que aujourd'hui, on reste, lorsqu'il s'agit de très concret, dans des situations ultra locales et pas forcément avec du langage commun. Merci Lucille. Je regarde un peu les questions là dans le chat. Il y a une question aussi, enfin moi qui est un peu générale, dont on a un peu parlé, mais je vois deux questions par rapport à l'Union européenne, redevenir compétitif. Attendez, Il y en a une sur vas-y, sur les Edouard. Ouais. questions de guerre et paix. Je crois Oui, qu'Alexei voilà. est très bien placé pour répondre. Non, mais j'ai vu les questions, les différentes questions dans le chat et merci encore pour toutes ces questions et bien sûr pour les discussions très, très précises. Sur la question des narratifs, moi, je vais dire très, très honnêtement, les narratifs, ça ne m'intéresse pas tellement en réalité. Ce qui m'intéresse, c'est les faits, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on a vécu. Moi, je suis né en URSS, de l'autre côté du mur.
Et c'est ce qu'on pourrait vivre dans les années à venir. J'habite en Belgique et l'aéroport de Bruxelles a été bloqué pendant 3 jours, l'aéroport civil de Bruxelles, qui est un important hub européen, a été bloqué pendant 3 jours par des drones à capacité militaire dont on sait officiellement qu'ils ont été déployés par un État étranger non européen. Et donc, on appelle ça guerre hybride. Et je pense que guerre hybride, attaque, agression, c'est une réalité entre nos hôpitaux qui sont bloqués, nos systèmes de communication qui sont attaqués, les trains, systèmes de trains informatiques de circulation ferroviaire qui sont attaqués, des drones. Alors, en tant qu'écologiste, on peut se dire l'aéroport, c'est pas génial, mais ça fait partie de la circulation de la population civile en Europe. Quand des drones à capacité militaire bloquent des aéroports civils en Belgique, au Danemark, Finlande, c'est sur notre territoire. C'est dans l'Union européenne. En France, on peut se dire la Finlande, c'est loin, mais enfin, Bruxelles, c'est à 1h30 de train. Donc, je pense que là, pour le coup, on pourrait se poser la question non pas des narratifs, mais de la situation basée sur les faits dans laquelle on se trouve. Et on peut dire que le terme de guerre hybride n'est peut-être pas suffisant pour qualifier cette situation. Mais je m'arrête là. Ok. Merci beaucoup, Alexis. Je vais rappeler, parce que j'en avais discuté avec Alexis, que tu avais, au moment de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, tu avais alerté déjà sur le fait qu'il pourrait y avoir des attaques russes et qu'on t'avait plus ou moins ri au nez. Donc, si tu peux nous rappeler ça. Alors, c'est intéressant parce que nous, on avait travaillé dès 2017, suite justement à l'annexion de la Crimée et la guerre dans le Donbass. On avait travaillé avec quelques-uns sur les possibilités, la suite, sur quelles seront les prochaines étapes, notamment après les accords de Minsk, etc., etc. Et j'avais alerté à ce moment-là, on avait alerté avec quelques-uns, quelques experts et quelques associatifs. On avait alerté non pas seulement le président nouvellement élu, Emmanuel Macron, mais l'ensemble des forces politiques. Et je peux vous dire qu'à l'époque, pas grand monde ne prenait au sérieux. Aujourd'hui, on peut se dire que, en tout cas en France, il y a une prise de conscience qui s'est accélérée depuis 2022. Elle est peut-être un peu tardive, on peut encore avoir des réponses à la hauteur, mais c'est vrai qu'il y a eu cette difficulté à ce moment-là, dans les discussions qu'on avait avec des forces politiques de droite, de gauche, du centre, et tout, vraiment à discuter. Et cette difficulté, elle était identique dans les discussions avec les forces politiques de gauche et de droite. Les seuls peut-être qui étaient un peu plus conscients des choses, c'était les écologistes déjà à l'époque, en tout cas les Français. Mais ce qu'a dit Édouard sur l'Allemagne est en réalité, parce qu'on se focalise souvent sur la France et on aime bien aussi critiquer notre propre pays, c'est bien, un esprit critique, démocratique. Mais l'Allemagne, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Schröder, sur les choix stratégiques, diplomatiques, militaires, industriels, énergétiques, catastrophe. Et Merkel a poursuivi ses choix et les a même accentués. Donc je pense qu'il faut bien qu'on en soit conscient, mais aussi également, quand on regarde les choix qui ont été faits en Hongrie et en Slovaquie, par exemple, c'était les mêmes choix. Souvent avec aussi les oligarques russes, de la mafia russe présente sur place et qui aujourd'hui influent sur les élections. Et je vois que le temps, mais quand même, les capacités que a aujourd'hui le régime de Poutine, qui sont notamment dues au fait qu'il a été nourri par des milliards et des milliards d'argent
récupérée grâce à la vente d'énergie fossile. Aujourd'hui, le régime de Vladimir Poutine a la capacité d'influer sur des élections. Ça a été le cas en Slovaquie, ça a été le cas en Pologne. Il y avait des tentatives d'ingérence extrêmement fortes en Allemagne. Et ces capacités Roumanie, en Roumanie, bien évidemment, tu as raison de le souligner, Edouard, et ces capacités aujourd'hui financières et technologiques posent la question qui est réelle sur les élections françaises de 2027. Je m'arrête là. je voudrais rajouter juste un petit point à ce que vient de dire Alexei, parce que c'est crucial, et surtout en France où on a tendance à considérer que tout ça c'est loin, que l'Europe de l'Est c'est loin, c'est l'Est, alors que c'est pas l'Europe de l'Est, c'est l'Europe centrale, et que finalement, comme je l'avais entendu déjà à un moment qui m'avait déjà choqué, on va pas s'ingérer dans les affaires internes de l'Union soviétique 2004 au moment de la révolution orange en Ukraine. Hein. Moi, j'en connais des Lituaniens, pour répondre à un homme politique célèbre qui avait dit ça en 2005. Moi, j'en connais des Lituaniens et je peux vous dire qu'ils dorment pas très bien depuis 2022. Ils dorment pas très bien même depuis 2014. On a tendance effectivement à oublier que nous avons choisi collectivement et démocratiquement d'être en solidarité avec un certain nombre de pays européens et que la frontière de la France n'est plus à Strasbourg. Elle est à la frontière de l'Union européenne. Elle est sur le lac de Tartu, elle est sur la frontière finlandaise, elle est à Białowieża en Pologne, et c'est pas du tout la même perspective qu'on a sur le monde. Et c'est pas être dans un discours ou un narratif néocon que de reconnaître que si nous ne considérons pas la Russie comme un ennemi, elle se comporte comme un ennemi. Et ça, c'est une nuance essentielle. Merci beaucoup, Édouard, pour ce rappel. Lucille, tu voulais intervenir? Non, moi, je pense que ce qui est très intéressant dans ce que viennent de dire Édouard et Alexei, c'est aussi ce qu'en dit Alexei sur le fait que lorsqu'il alerte en 2017, 2018, l'ensemble du champ politique, sauf peut-être les écologistes, parce que là, par rapport à ce que vient de dire Édouard, on peut reconnaître une chose aux écologistes, c'est quand même une culture européenne et internationale souvent plus forte que dans d'autres partis politiques, dits partis de gouvernement. Et donc, par rapport à ça, cette question de la naïveté, cette question d'une forme d'incompétence, en fait, lorsqu'il faut définir ce qui nous arrive, me semble un élément assez crucial. Comment est-ce qu'on peut y travailler? C'est pour ça aussi qu'à la Fabrique écologique, on a voulu faire ce cycle géopolitique pour que, au fond, on n'envisage pas seulement aujourd'hui les questions écologiques sur des champs qui soient des champs d'écologie quotidienne, mais en y ajoutant une vision qui peut être une vision de diplomatie et une vision, j'allais dire, de guerre aussi. C'est-à-dire que il faut être lucide sur ce qui nous attend. Je voyais qu'Emmanuel Macron avait annoncé l'idée d'un service militaire volontaire. Par rapport à ce que nous décrit Alexei sur la guerre hybride, on voit aussi que parfois la réponse politique répond à des archétypes et des schémas qui ne sont pas forcément adaptés. Donc peut-être si tu as un tout petit peu de temps, en 2 minutes, pour nous dire un peu comment toi qui as repéré les drones et qui nous parle de ce qui se passe dans les aéroports effectivement de l'Union européenne, est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus, Alexei? C'est-à-dire, moi quand j'ai vu cette histoire de service militaire volontaire, en plus, je me suis dit, mais qui vont être les volontaires en fait? Et est-ce que c'est ça la bonne manière de répondre à ce qui se passe? Je suis pas, je ne suis pas du tout spécialiste des questions militaires, Non, mais c'est donc juste un sentiment là-dessus. de décalage en fait. Mais ce que je peux dire sur les questions technologiques, en tout cas sur lesquelles je Oui, travaille en tant que ouais. vice-président de l'association Civic Tech Europe, et sur le European Democracy Shield qui a été récemment présenté par la Commission européenne, sur lequel nous avons travaillé pendant 2 ans. Aujourd'hui, le Kremlin, mais aussi la Chine, l'Iran, en partie la Turquie et désormais une partie de l'administration américaine utilise les moyens technologiques les plus récents, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les algorithmes, l'IA générative, pour influencer les opinions publiques européennes, augmenter la polarisation, augmenter le niveau de méfiance, mais aussi influencer les résultats des élections. On vient de citer avec Edouard plusieurs exemples. Face à ça, l'Union européenne a mis en place une réglementation forte sur notamment les réseaux sociaux, etc. Donc à un niveau élevé, qui est aujourd'hui attaqué
très fortement par des forces politiques au sein même du Parlement européen, soutenues par tous ceux que je viens de citer, qui n'en veulent pas, qui veulent la diminution. Mais de l'autre côté, il n'y a pas que la réglementation. Et ça, je pense que c'est clé de voir aussi les aspects géopolitiques et stratégiques par ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'innovation. Et aujourd'hui, on a la chance en Europe, notamment en Europe centrale et orientale, dans les pays baltes, mais aussi en France, d'avoir des entreprises, et notamment des PME extrêmement innovantes, sur les thématiques de l'IA, Mistral, en France, sur les thématiques des drones, sur les thématiques de détection, sur les thématiques d'interception, de détection, par exemple, il y a une formidable entreprise qui travaille aux Pays-Bas sur les capacités de détection, par exemple, de création de deepfake, donc de fausses vidéos, fausses images qui pourraient influencer les élections, comme ça a été le cas en Roumanie. La difficulté qu'on a aujourd'hui, et c'est ça une des clés du European Democracy Shield, justement, c'est de créer un centre de résilience démocratique européenne pour partager les bonnes pratiques entre les différents États, augmenter la détection des attaques, avoir une réponse coordonnée, y compris très technologique, innovante. La question que nous, on soulève et pour laquelle on pousse, c'est la question des ressources. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'argent parce qu'en face, de l'argent, ils en ont. Et nous, pour le coup, hein. Et pour répondre à ta question, encore une fois, je ne suis pas spécialiste des questions militaires, donc j'aimerais pas m'aventurer là-dedans. Il y a une question qui est quand même extrêmement importante. Il y a cette image que moi j'ai trouvée extrêmement, que j'ai trouvée catastrophique. Je veux dire catastrophique. Cette image de policiers danois qui regardent des drones d'une taille impressionnante, hein, bloquer l'aéroport de Copenhague. Ils regardent, ils prennent des photos avec leur iPhone, et ça dure pendant 2 jours. Et ça, je pense que c'est terrible pour la confiance qu'ont les citoyens dans nos institutions, dans la capacité de nos institutions à les protéger et à résoudre ce genre de crise qui, en fait, aurait pu, encore une fois, comme tu l'as dit, Lucie, aurait pu être anticipé. On sait que la Russie développe des drones, hein, on sait que l'Iran et la Chine travaillent, on sait tout ça, on sait. Mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt aujourd'hui. Il y a la question, c'est comment on développe nos capacités. Et là, pour le coup, la réponse, elle est aussi technologique. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un développement de technologies, notamment en Ukraine. Et l'Ukraine aujourd'hui est un pays extraordinaire pour toutes ces technologies-là, parce que c'est des technologies très innovantes et peu coûteuses, faciles à utiliser, justement de détection et d'interception des drones. Et désolé d'entrer dans ce type de sujet, mais en fait, encore une fois, j'habite à Bruxelles. Quand quand l'aéroport est bloqué, ça fait quelque chose, hein. C'est bloqué par des drones. Ça fait quelque chose. C'est vraiment, c'est-à-dire, bloqué par une grève, on a l'habitude, et c'est l'expression populaire sociale, mouvement social qui s'exprime. Très bien. Bloqué par des drones provenant d'un État étranger, c'est autre chose. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Là, je vois on atteint l'heure de fin. J'espère qu'on a à peu près répondu à toutes les questions intéressantes qui étaient posées dans le chat, mais j'ai vu quand même que vous avez vu et vous avez abordé la plupart des sujets. Donc vraiment, ce cycle va se poursuivre. Alors pour la suite, on avait prévu peut-être de faire un 4e webinaire avant Noël. Donc on vous enverra de toute façon à tous ceux qui étaient inscrits au webinaire 1, 2 ou 3. Vous recevrez l'invitation pour ce webinaire qui devait être plus sur les questions du Sud et de l'Afrique, etc. On est en train de le monter, donc on vous confirme ça par mail avec l'accès aussi à l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc voilà, je voulais remercier tout particulièrement Alexis Prokopiev d'avoir fait cet apport vraiment très pertinent sur la Russie, parce qu'effectivement, on a parfois moins d'informations en interne et aussi par rapport à ces aspects technologiques. Donc, je vous remercie vraiment tous les trois, Lucille, Édouard et Alexis, et tous les participants pour la richesse de vos interventions dans le chat. Merci à tous et à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.